Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Voici vos infos du soir. Le démenti imagé à l'appui des allégations de violence à l'encontre de détenus dans la prison de l'Aïoun. Allégations largement relayées par Amnesty International et l'agence France Presse. Sont-elles victimes ou complices de cette manipulation des activistes du Polisario? La question reste posée ce soir. Syndicats et gouvernement s'opposent autour du dossier des retraites. Les représentants des salariés rejettent l'option de l'augmentation de la durée de cotisation. L'équipe Benkiren invoque de son côté la nécessité de sauver le système des pensions dans la fonction publique. 11 nouveaux établissements scolaires pour la province de Nouassor, ce qui permet d'augmenter de 10% la capacité d'accueil des écoles, collèges et lycées. 110 millions de dirhams ont ainsi été investis pour accueillir les nouveaux inscrits induits par la croissance démographique. Et Oujda pourrait être déclarée ville sans olivier à la fin de l'année. La commune a en tout cas décidé d'éradiquer l'arbre aux mille et une vertus en raison des allergies provoquées par son pollen. Au-delà du délai imparti, les propriétaires se verront facturer les frais de déracinement. Je vous le disais en titre, l'ONG des droits de l'homme Amnesty International est-elle complice ou victime de l'activisme du Polisario? C'est une question qui se pose ce soir devant l'énergie consacrée par l'organisation basée à Londres pour faire connaître ce qu'elle a présenté dans un communiqué hier comme des mauvais traitements subis par 7 détenus dans la prison locale de l'Aïoun. Autre question, celle du rôle joué par l'agence France Presse qui a généreusement relayé ces accusations démenties sur notre antenne hier soir par une vidéo amateur. Et vous allez le voir sur ces images exclusives, on constate que ces 7 prisonniers sont loin d'être des victimes. Reportage Lehsen Houbban et Youssef Wisho, commentaire Rizlan Taibi. La vidéo réfute catégoriquement les affabulations selon lesquelles ces détenus sont victimes de mauvais traitements. Les images montrent clairement la mutinerie de 7 prisonniers de droit commun. Et si mauvais traitement il y a, c'est celui que s'inflige l'un d'eux sur lui-même. On le voit se saisir d'un bout de verre pour s'automutiler avant d'agresser un des agents pénitentiaires. On voit également des actes de vandalisme commis par les détenus. Ce qu'a rapporté l'agence France Presse sur les 7 détenus est dénué de fondement et complètement faux. Le procureur de Sa Majesté et la police judiciaire se sont déplacés à la prison de l'Aïoun. L'incident a été filmé et la vidéo prouve que le détenu qui prétend être agressé s'était lui-même tailladé. Les images montrent aussi des agents pénitentiaires tenter de maîtriser avec des couvertures un prisonnier qui s'automutilait. Nous avons été contactés par les familles des détenus, une délégation composée de cadres administratifs et d'un médecin ont pu accéder facilement à la prison pour discuter avec chacun d'entre eux et regarder de visu ce qui s'est passé. Contrairement aux informations relayées par Amnesty International et l'AFP, une expertise médicale atteste de l'inexistence de traces de mauvais traitements sur les 7 détenus et qu'ils n'observent même pas de grève de la faim. Le parquet de l'Aïoun a ouvert une enquête sur l'affaire. Le gouvernement, de son côté, réagissait aujourd'hui par la voix de son porte-parole et ministre de la Communication, micro de 2M, Mostafa Al-Khalfi, s'interroge sérieusement sur l'ampleur que l'agence France Presse a voulu donner à cette information. L'AFP qui a consacré plusieurs dépêches dans la journée d'hier. Écoutez. Nous nous trouvons devant un fait flagrant et scandaleux, étant donné que les partisans de la thèse séparatiste ont recours à tous les moyens pour dénaturer les dossiers relatifs aux droits de l'homme.
Plus encore, ils s'impliquent dans la fabrication de faits et prétendent le contraire. Ils arrivent même à associer des organisations internationales et une agence de presse de renom dans l'instrumentalisation des événements. Après avoir filmé ce qu'il s'était réellement passé et l'avoir dévoilé à l'opinion publique, une enquête doit être ouverte sur les causes derrière cette machination et faire en sorte que cela ne se reproduise plus, partant du fait que les parties impliquées agissent de bonne foi. Au chapitre judiciaire, en bref, le démantèlement d'un réseau criminel par les services de sécurité de Tanger en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national. D'après un communiqué du ministère de l'Intérieur, ces 4 membres interpellés, dont certains adeptes d'idées extrémistes, sont accusés d'avoir perpétré des agressions à l'arme blanche contre des citoyens. Les prévenus seront déférés devant la justice dès la fin des investigations menées sous la supervision du parquet général compétent. Et de 5 c'est le nombre de syndicats qui envisagent de prendre part à la grève générale programmée le 23 septembre prochain. À l'issue de son conseil national organisé aujourd'hui à Casablanca, l'UMT a donc décidé de se joindre à la CDT, l'ODT, l'UGTM et la FDT afin de dénoncer, selon elle, la rupture du dialogue social avec le gouvernement. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'Union marocaine du travail, Mohamed Mokharek, qui nous explique les raisons qui ont poussé sa centrale à se joindre à l'appel de la grève générale prévue mardi prochain. Après avoir délibéré et analysé sur la situation économique et sociale que traversent les salariés, toutes catégories confondues, cette situation caractérisée par les atteintes graves et répétées au pouvoir d'achat des salariés, par le gel du dialogue social, par l'offensive sur la caisse marocaine de retraite et notamment sur les acquis des fonctionnaires hommes et femmes, et après avoir délibéré en toute responsabilité, a pris la décision de mener une grève générale et des grèves sectorielles et a délégué au secrétariat national de l'UMT de concrétiser cette décision. Voilà donc pour les explications d'El-Miloudi Mokharek. Et la réforme des retraites figure parmi les gros dossiers à propos desquels les syndicats et le gouvernement sont en désaccord. Les représentants des salariés pointent du doigt un manque criant de concertation, notamment à propos du relèvement de l'âge de départ à la retraite. De son côté, l'équipe Benkiren met en avant l'urgence de la situation et la nécessité de sauver le système des pensions dans la fonction publique. Reportage à Rabat, Souad Zatraoui, Ibrahim Habboub au commentaire, Sarah Jabri. Elle revient au devant de la scène, la réforme du système des retraites. Bientôt, l'État ne disposera plus de fonds pour payer les pensions des retraités. Comme solution, le gouvernement propose le relèvement de l'âge du départ à la retraite de 2 à 5 ans et l'augmentation du taux de cotisation. Il s'agira tout d'abord de porter progressivement l'âge de départ à la retraite à 65 ans, 62 ans en 2015, puis à raison de 6 mois supplémentaires chaque année. Il s'agira aussi d'augmenter les cotisations patronales et salariales et de réviser l'assiette de calcul des droits. L'État sera partenaire de cette réforme. Les centrales syndicales ne l'entendent pas de cette oreille. Elles estiment que la réforme du système des retraites doit être soumise à une concertation encore plus large dans le cadre d'un débat public. Le relèvement de l'âge du départ à la retraite ne doit en aucun cas être obligatoire. Et avant l'augmentation des cotisations, il faut tout d'abord indiquer où sont passées les cotisations versées par les citoyens durant toutes ces années. Même son de cloche dans la rue marocaine, porter l'âge du départ à la retraite à 65 ans est loin de faire l'unanimité. Je suis tout à fait contre. Travailler jusqu'à 65 ans est inacceptable. Si l'âge du départ à la retraite est porté à 65 ans, il y aura moins de postes d'emploi pour les jeunes actifs. Ces mesures permettront de réduire le déficit du régime général, mais ne suffiront pas à rétablir l'équilibre des finances. Le gouvernement devra engager
une refonte globale du système des retraites. Si aucune mesure n'est prise, le déficit annuel de la caisse des retraites atteindra 1,4 milliard de dirhams d'ici la fin de l'année en cours et s'accroîtra à 25 milliards en 2021. Pour sauver le système des retraites, l'État aura besoin de 125 milliards de dirhams dans les 20 prochaines années. La fin ce soir de la campagne nationale de recensement, du moins sur le terrain. Après 3 semaines passées à sillonner tous les recoins du royaume, les 73 000 enquêteurs vont remettre toutes leurs fiches au HCP, à charge maintenant pour les ordinateurs superpuissants et les statisticiens du Haut Commissariat au Plan de traiter l'ensemble des données recueillies. Les premiers enseignements tirés de ce sondage grandeur nature devraient être dévoilés à la fin de l'année. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin de l'année pour constater la chute de la population dans la commune de Rchida, près de Guersif. En l'espace de quelques années, la moitié des habitants ont décidé de quitter les lieux en quête d'un meilleur cadre de vie. Il faut dire que la ville souffre d'importantes carences en infrastructures et autres services publics. Et à ce rythme, Rchida pourrait rapidement avoir des allures de cité fantôme. Reportage Abd Samad Ta'am au commentaire Sarah Jabri. Perchée sur les montagnes de l'Oriental à 50 km de Guersif, la localité Rchida ne compte plus qu'une centaine d'habitants. Nombre d'entre eux ont quitté le village en quête d'un cadre de vie meilleur. Si le village est lié à un réseau électrique depuis quelques années, l'accès à l'eau potable se fait toujours attendre. Chaque année, plusieurs familles s'en vont. D'ici 10 ans, il n'y aura plus personne dans ce village. Rchida présente un niveau d'équipement en infrastructure de base très faible. En plus des problèmes d'enclavement, le village enregistre l'absence totale d'infrastructures de santé. L'unique ambulance du village a été financée par des donateurs. Si le village est dans cet état, c'est à cause de la non-exécution du programme de développement. Aujourd'hui, il faut engager d'urgence la restauration des infrastructures existantes avant de lancer de nouveaux projets. Pour relancer le développement du village, il faut créer des emplois pour la population active du village. Nous n'avons malheureusement aucune mine où peuvent travailler les jeunes de la région. La solution est de dynamiser l'activité touristique de la localité. Une localité qui dispose d'un potentiel touristique à valoriser à l'image de la Kasbah de Rchida, une bâtisse qui témoigne de l'histoire du village et qui devra bientôt être réhabilitée. Une bâtisse qui pourra aussi participer au dynamisme du développement du patrimoine historique du village et de toute la province de Guersif. C'est une rentrée exceptionnelle pour les élèves de la province de Nouassor, près de Casablanca. Cette année scolaire a été marquée par l'ouverture de 11 nouveaux établissements, 9 écoles primaires, un collège et un lycée qui répondent ainsi à la croissance économique et démographique de cette région. Reportage Sheima Allam, Merdouane Bouarouk au commentaire Nzam Achi. C'est l'une des nouvelles écoles de la province de Nouassor qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Un soulagement pour les parents d'élèves. Leurs enfants auront moins de distance à parcourir pour se rendre en classe. 11 écoles au total ont été inaugurées ce samedi. 2 communes urbaines et une commune rurale sont concernées. Nous avons eu des cartables et les écoles sont plus proches maintenant car nous habitons loin. Les écoles sont plus proches. Nos enfants ont rencontré des difficultés pour s'y rendre, notamment par temps de pluie. Rapprocher l'école des enfants est une manière de lutter contre la déperdition scolaire. Réduire la distance domicile-école, une manière de contrecarrer l'échec et l'abandon scolaire. Pour renforcer la donne, l'Initiative nationale pour le développement humain a effectué un don de 7 véhicules de transport scolaire. C'est un plus pour nous car aujourd'hui nous disposons de 41 véhicules de transport scolaire au total pour environ 400 bénéficiaires. Une enveloppe budgétaire de plus de 100 millions de dirhams a été mobilisée pour cette opération. 11 écoles à proximité du monde rural pour inciter et généraliser la scolarisation de tous. Et quelques semaines à peine après la rentrée se profile déjà à l'horizon le mini-congé de l'Aïd al-Adha et dans la perspective de la célébration de la fête du sacrifice, le ministère de l'Agriculture fait savoir que l'offre en ovins et caprins destinée à l'abattage couvre largement la demande. 7,7 millions de têtes sont disponibles à travers le royaume, tandis que la demande est estimée à 5,3 millions de têtes. Dans un communiqué, le ministère de tutelle précise également que l'approvisionnement du marché a pu se dérouler dans de bonnes conditions jusqu'à présent.
À une dizaine de jours des assises du tourisme, le chef du gouvernement a présidé hier à Rabat la première réunion du comité stratégique du tourisme, une réunion consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement de la vision 2020 et aux moyens à mettre en œuvre afin de surmonter certains obstacles. Abdelillah Ben Kellan a notamment insisté sur la nécessité d'étendre l'offre aérienne afin de développer les performances d'un secteur qui emploie plus de 480 000 personnes et génère 60 milliards de dirhams en devises. Et parmi les participants à cette rencontre figurait aux côtés de la présidente de la CGEM et du directeur général du GPBM, le président de la Confédération nationale du tourisme. Écoutez à ce propos Ali Rennam. Nous sommes réunis aujourd'hui pour construire ensemble avec le gouvernement et les chantiers sur lesquels notre vision, qui a été signée devant Sa Majesté en novembre 2010, pour construire ensemble ces chantiers qui n'avancent pas. Pourquoi ils n'ont pas avancé? Bon, il y a tout un ensemble de raisons. Maintenant, l'essentiel pour nous, c'est de mettre en avant ces différents chantiers qui vont nous permettre d'abord de bien piloter nos objectifs et aussi de bien commercialiser notre produit et notre destination et aussi de bien maîtriser le flux des investissements et aussi le financement qui va avec. Dans l'actualité internationale, le soulagement pour les 46 ressortissants turcs retenus en otage depuis juin dernier en Irak par les combattants de l'État islamique. Ils ont été libérés et ont regagné leur pays tôt ce matin. D'après le président Erdogan, c'est le résultat d'une opération menée par les services de renseignement turcs. Les ex-otages avaient été enlevés le 11 juin dernier au consulat général de Turquie à Mossoul, dans le nord de l'Irak, en même temps que 3 employés de nationalité irakienne qui ont également été relâchés. En Ukraine, un nouvel accord conclu la nuit dernière dans la capitale biélorusse est venu renforcer le cessez-le-feu fragile en vigueur depuis 2 semaines. L'armée ukrainienne et les rebelles pro-russes se sont engagés à instaurer dans les 24 heures une zone tampon de 30 km de part et d'autre de la ligne de front. En début de soirée, aucune des parties n'avait reculé ses positions, ce qui pourrait compromettre la suspension de ce conflit qui a fait près de 2900 morts et plus de 600 000 déplacés en à peine 5 mois. Retour au Maroc et direction Oujda, où la municipalité a décidé de déclarer la guerre à l'arbre, symbole de paix. Des milliers d'oliviers doivent être déracinés de la capitale de l'Oriental. Le maire veut ainsi réduire les cas d'allergie à leur pollen. Les propriétaires d'oliviers ont donc jusqu'à la fin de l'année pour s'exécuter. Sinon, ce sont les autorités locales qui vont s'en charger et qui feront payer la facture aux propriétaires. Reportage Younes Nasseri, commentaire Nezha Maachi. L'olivier règne en maître à Oujda. Ce paysage n'existera plus d'ici la fin de l'année. De nombreux habitants se sont plaints d'allergies en tout genre. Celui que l'on surnomme l'arbre éternel disparaîtra bientôt du paysage urbain. L'olivier donne lieu à des allergies, notamment pour les enfants. Ma fille, par exemple, en souffre au moment de la floraison, en particulier des difficultés respiratoires. À l'approche du printemps, mes yeux sont irrités et j'ai du mal à respirer. Extraire et interdire la plantation, des mesures qui viennent contribuer à la préservation de la santé publique. Plusieurs résidents de la capitale de l'Oriental présentent des allergies au pollen de l'olivier. Fin avril, début mai, au moment de la floraison de l'olivier, le pollen apparaît et il provoque des allergies, principalement au niveau du nez, de la gorge, des sinus, induisant des complications dans les voies respiratoires, sans oublier les yeux. Au regard des plaintes de nombreux citoyens habitants de la ville de Oujda et après une réunion du conseil de la commune urbaine, nous avons décidé l'interdiction de la plantation d'oliviers. Le dernier délai pour extraire ces arbres est fixé à fin 2014. Passé cette date butoir, ce sera aux propriétaires des oliviers de prendre en charge les frais de l'opération. Cette nouvelle alerte météo aux averses orageuses émise par la météorologie nationale, elles vont concerner demain plusieurs régions du Moyen, Haut et Anti-Atlas, ainsi que les provinces du Sud. Alerte en vigueur jusqu'à lundi matin dans les villes comme Ouarzazate, El Haouz, Saroudant ou encore Ifren, Gelmim, Khenifra, Gersif ou Sfro.
Et pour finir, cette atmosphère festive qui se poursuit jusqu'à demain à Essaouira, la cité des Alizés accueille depuis hier quelques 2000 juifs marocains venus du monde entier commémorer la disparition à la fin du 19e siècle du rabbin Haïm Pinto, l'une des grandes figures de la communauté dans le royaume à laquelle est dédiée tous les ans une Haïloula. Reportage Hossein Ouzig et Marwan Kabassa au commentaire Rizlan Taibi. Sans la lumière du smartphone, impossible de lire les sélichotes en plein crépuscule. Les Haridim, qui renaclent d'habitude à l'utilisation des nouvelles technologies, mettent en veilleuse leur néophobie afin de réciter correctement ces offices, implorant la mansuétude divine pour tous les enfants d'Israël. Autour de la sépulture de Rabbi Haïm Pinto, il n'y avait pas que des hommes noirs. Des moins pratiquants, mais aussi des laïcs sont venus des 4 coins du monde pour la Iloula du grand kabbaliste d'Essaouira. Et chaque année, donc, on vient à Essaouira célébrer la mémoire de Rabbi Haïm Pinto, chaque juif pour rappeler qui il était et pour lui dire pour en quelque sorte l'avoir avec nous tout au long de l'année. On est très heureux d'abord de participer à cette Iloula d'un grand saint et surtout d'être reçu par vous. Haïm Pinto a vécu au 19e siècle. Il était un grand spécialiste du Zohar. Haïm Pinto était connu pour ses nombreux miracles. Son petit-fils est aussi parmi les pèlerins. Très proche de mon pays parce que je suis marocain, mais pour ces gens qui viennent du Maroc, on essaie chaque année d'apporter de nouvelles personnes pour découvrir le Maroc. Et je pense que chacun qui est là ce soir, s'il va devenir un ambassadeur pour le Maroc, pour parler du Maroc. Près de 2000 pèlerins passeront 3 jours à Essaouira. La majorité restera jusqu'à la semaine prochaine pour la célébration de Rosh Hashanah, le Nouvel An juif. Et en prélude, au premier Tishri, le son du chauffard entrecoupe de temps en temps la ferveur des prières. Il me reste à vous rappeler l'une des principales informations de ce samedi 20 septembre. La réaction du gouvernement devant la tentative de manipulation de l'information selon laquelle 7 détenus de la prison de la Une auraient subi des mauvais traitements en plus d'avoir entamé une grève de la faim. Il n'en est rien, comme le montrent les images amateurs filmées dans l'enceinte de la prison que nous vous avons présentée en exclusivité. Une nouvelle tentative de manipulation manifestement orchestrée par les activistes du Polisario. Fin de cette édition, prochain JT à 21h15 en compagnie de Salah Eddine Romari. Nous on se retrouve demain, même heure, même endroit.